Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de la vie politique française et nous allons essayer de comprendre un petit peu plus avec vous ce qui se joue ce vendredi en France avec cette décision attendue du Conseil constitutionnel, décision en fin de journée sur la conformité de ce texte avec la Constitution. Il va se prononcer aussi sur le RIP, on va en parler, la demande de référendum d'initiative partagée. Cette décision, Jean Garrigue, est plus qu'attendue. Évidemment, vous n'assistez pas aux délibérations, nous non plus. Il n'est pas question de parler de pronostic, le sujet est trop sérieux, mais quand même. Quel est votre sentiment? Quelle est votre analyse? À quoi est-ce que vous attendez en termes de décision? Écoutez, mon sentiment, comme celui de la plupart des observateurs, c'est que, a priori, le texte dans son intégralité ne devrait pas être censuré par le Conseil constitutionnel, même si certains constitutionnalistes expliquent que cette possibilité existe, de dire le véhicule législatif qui a été employé pour faire passer ce texte ne correspond pas à l'esprit, à l'intention de ce texte. Donc, il pourrait être censuré dans son ensemble. Mais cette hypothèse est moins vraisemblable qu'une autre hypothèse qui est celle d'une censure partielle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles dans ce texte qui ne correspondent pas à l'esprit d'une loi rectificative du financement de la sécurité sociale, puisque c'est ce véhicule-là qui a été employé. Je pense aux articles sur le CDI senior, l'index senior, qui ne correspondent pas, qui n'ont pas cet esprit, cette intentionnalité budgétaire qui était celle a priori du texte. Et donc, cela pourrait être censuré, mais ça n'empêcherait pas le texte d'être validé dans son ensemble par le Conseil constitutionnel. Qu'on se comprenne bien, Jean Garrigue, quand vous parlez de véhicules, on parle de cette loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Et les textes dont vous parlez tout à l'heure, c'est ce que les techniciens appellent les fameux cavaliers sociaux. Exactement. En gros, ils ne sont pas censés être là. Alors, à ce stade, on rappelle que le Conseil constitutionnel a été saisi par des députés, des sénateurs de gauche, des élus du Rassemblement national, mais aussi par la première ministre Elisabeth Borne. C'était quoi la stratégie, à votre avis? Il s'agissait de se barricader un peu derrière une éventuelle décision pour en tirer profit politiquement? Alors, de toute manière, il était vraisemblable pour une loi aussi importante que le Conseil constitutionnel puisse exprimer son avis. Bon, ce n'était pas obligatoire. On voit bien qu'il y a deux saisines. Il y a une saisine qui vient du gouvernement et une saisine qui vient de l'opposition. Saisine distincte. Saisine distincte. Alors, ça pourrait être une sortie de crise pour Emmanuel Macron. Si jamais le Conseil constitutionnel valide l'intégralité du texte, a priori, on peut considérer que c'est une petite victoire politique. Je dis petite parce qu'on voit très bien que le mouvement social estime que ça ne sera qu'une péripétie et que de toute manière, il y aura une suite qui serait éventuellement ce fameux référendum d'initiative partagée qui fait aussi l'objet de la réflexion du Conseil constitutionnel. Donc, de toute manière, s'il y a victoire d'Emmanuel Macron, ce sera en quelque sorte une victoire à la Pyrrhus. Ça sera une victoire provisoire. On verra tout à l'heure, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'il a dit à propos de la suite à engager, mais peut-être sur ce qui est en jeu en termes de décision. Le Conseil constitutionnel est censé se prononcer également sur la sincérité du débat parlementaire. Tout à fait. Et là, d'autres constitutionnalistes expliquent ou expriment des réserves en disant que ce qui s'est passé, l'utilisation de tout cet arsenal de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, tout ce qui pouvait contribuer à ralentir, plutôt à raccourcir plus exactement le processus législatif, n'a pas assuré la sincérité et la clarté du débat. Et que donc, par conséquent, il pourrait y avoir motif à censurer l'ensemble du texte. Ça peut être aussi une interprétation. Vous savez, le problème, la problématique avec le Conseil constitutionnel, c'est que malgré tout, les lois, la chose juridique, elle est souvent sujette à des interprétations. En 1962, quand Charles de Gaulle a voulu imposer l'élection du président au suffrage universel, il avait contre lui toute une partie des juristes qui disaient la procédure qui est employée n'est pas légale, et d'autres juristes qui disaient si, ça correspond. Et là, on se retrouve dans ce cas de figure, c'est-à-dire que selon votre sensibilité, selon votre lecture des textes, on peut avoir des opinions différentes. Si le texte n'est pas censuré, Jean Garrigue, est-ce qu'Emmanuel Macron
Il a 15 jours après pour la promulguer. Est-ce qu'il est obligé de le faire? Alors, il n'est pas... D'une part, il n'est pas obligé de promulguer et surtout, il n'est pas obligé de promulguer ou de mettre en œuvre les décrets d'application. Et ça, c'est vraiment, là encore, une des sorties de crise qu'on pourrait lui suggérer sur le terrain politique. Parce que c'est ce que Jacques Chirac avait fait en 2006, par exemple, avec le CPE. C'est quand vous avez comme ça une loi qui a suivi son processus institutionnel jusqu'au bout. Et c'est le cas, ça serait le cas si le texte n'était pas censuré. Mais il resterait cette possibilité-là pour tenir compte du mécontentement de l'opinion, des critiques qui ont été faites et qui sont très importantes, qui révèlent d'ailleurs une crise de la démocratie française. Donc ce serait une sortie de crise possible. Est-ce que ce sera l'opinion de Emmanuel Macron? J'en doute un peu. Jean Garrigue, on rappelle à cette heure-ci que la France a les yeux rivés sur les sages, sur la fameuse rue Montpensier. Il y a un député PS, Daniel Vallot, qui dit que cette décision revêt une dimension existentielle pour le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous partagez cette analyse? Les sages jouent leur survie? Non, je pense que là, c'est exagéré, mais simplement, jusqu'à présent, je ne vois pas dans notre histoire récente une décision du Conseil constitutionnel qui aurait été autant suivie, autant scrutée à la loupe. Et même, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont quasiment découvert le Conseil constitutionnel, sa composition, ses 9 sages, le rôle du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a... La dernière fois dont on en a autant parlé, c'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. C'est vrai, vous avez raison. Et encore, si vous voulez, là on voit très bien à quel point le rôle politique de ce Conseil constitutionnel, qui est une innovation de la Ve République, est important. Maintenant, là aussi, on voit bien aussi que derrière cette décision, il y a aussi tout ce qui concerne l'opinion publique, le mouvement social, et que ça ne sera pas la fin de la crise, ça sera une péripétie dans cette crise. Justice constitutionnelle, justice humaine quand même, parce que ce Conseil constitutionnel est composé d'hommes et de femmes, justement, d'où la question peut-être de l'impartialité du Conseil constitutionnel qui est posée. Un mot de Laurent Fabius, président de ce Conseil. Apparemment, il aurait des rapports assez mauvais avec le président Emmanuel Macron. C'est ce qui se dit en privé. Est-ce que, à votre avis, le Conseil constitutionnel aujourd'hui est impartial, comme on est en droit d'attendre c'est toujours compliqué, mais il faut quand même rappeler que, d'abord, ce Conseil, il a été désigné pour un tiers par le président de la République. Laurent Fabius par François Hollande, d'ailleurs, en 2016, pour un tiers par le président de l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui est de la couleur du président de la République, mais aussi pour un tiers par le président du Sénat, qui est Gérard Larcher, qui a priori est un opposant au président de la République. Et je rappelle aussi que sur ce Conseil, il y a 9 sages, 9 personnes, dont 5 sont vraiment des juristes, sont d'abord des juristes avant d'être des politiques. Donc il y a quand même, malgré toutes les critiques qui peuvent être faites, il y a une nécessité, une volonté, je dirais une ligne d'impartialité. Ce sont avant tout des juristes. Emmanuel Macron, il y a 2 jours, a dit qu'il souhaitait rencontrer les syndicats pour discuter de la suite du quinquennat. Alors, il a dit engager la suite tout en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change un peu dans le logiciel d'Emmanuel Macron? Parce qu'il y a quelques semaines, il parlait de factieux, de foule qui ne fait pas la loi. De fait, il y a quelque chose qui change, ne serait-ce que dans la consultation des acteurs sociaux, et notamment des syndicats, puisque les syndicats se sont plaints, et à raison, de ne pas avoir été véritablement consultés. Ils ont été concertés, mais pas véritablement écoutés par le président. Aujourd'hui, dans le nouveau programme gouvernemental que Emmanuel Macron assigne à la Première ministre, il y a justement cette consultation généralisée et cette coproduction politique. Donc le langage a changé, sauf que la crédibilité, elle n'est pas là. Parce que si, dans un premier temps, vous refusez le dialogue et qu'ensuite vous dites « Ah ben maintenant, on va refermer cette parenthèse et ouvrir le dialogue », vous avez du mal à être crédible. C'est la nouvelle patronne de la CGT qui dit qu'elle a envie de dire LOL au président Macron. Le Conseil constitutionnel, Jean Garrigue, doit aussi se prononcer sur la recevabilité de cette fameuse du référendum d'initiative partagée, le RIP. S'il est autorisé, est-ce que cela veut dire que ce type de revendication aura désormais un relais ou un véhicule
politique au sens pur du terme en France. Oui, on peut dire que ça sera une date pour marquer l'installation du référendum d'initiative partagée dans notre vie publique. Il y a déjà eu des projets qui n'ont pas abouti, faute de signatures. Je rappelle qu'il faudra quand même 4 800 000 signatures, mais il y a 9 mois pour recueillir ces signatures. C'est des outils dont les pouvoirs se méfient un peu, non, les référendums? Alors, le référendum a mauvaise presse parce qu'il a été utilisé jusqu'à présent très souvent comme un plébiscite, d'une part. C'était même l'esprit du général de Gaulle. Et puis aussi parce qu'il y a ce fameux référendum sur la Constitution européenne de 2005. Le peuple a voté et a dit non. 2 ans plus tard... Mais derrière, le Parlement l'a désavoué. Qu'est-ce que cette crise des retraites dit de l'état de santé de la démocratie en France? C'est un diagnostic assez sévère, puisqu'on a bien vu que le pouvoir exécutif n'était pas ou n'avait pas suffisamment écouté l'opinion et les acteurs sociaux. On a bien vu que le processus législatif avait dysfonctionné. D'un côté, en raccourcissant le temps parlementaire, de l'autre côté, en faisant de l'obstruction de la part des oppositions, qu'on a eu recours à ce 49.3, que les Français ne comprennent plus, qu'ils ne reçoivent plus comme un élément de la démocratie. Donc tout ça nous montre qu'il y a une déconnexion de plus en plus forte entre les citoyens et leurs acteurs politiques et leurs institutions. Et donc forcément, je pense qu'il faut que ça soit une réflexion maintenant majeure pour les acteurs politiques, quels qu'ils soient, depuis Emmanuel Macron jusqu'aux députés de l'opposition. Il faut quand même tenir compte de ce qui se passe, c'est-à-dire que les Français n'ont plus confiance dans leurs institutions. On pourrait parler de crise de régime en un mot? Oui, moi je pense qu'on peut parler de crise de régime. Ça ne veut pas dire que la Ve République est condamnée, puisqu'elle est suffisamment, c'est une constitution qui est suffisamment souple pour pouvoir être amendée, modifiée. La pratique de ces institutions, le rôle des partis, la consultation des Français, c'est quelque chose aujourd'hui qui mérite véritablement une réflexion approfondie. Merci beaucoup, Jean Garrigue, d'être venu sur notre plateau. Historien, spécialiste de la vie politique française. Merci. Merci.